Salut tout le monde, salut mon gorille. Salut. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+, un petit numéro mais qui a beaucoup de goût parce qu'on sait sélectionner ce dont on va parler. Mais avant, je vois que ça te fait rire, mais tu vas voir que je raconte pas de la merde et tu vas le voir avec le sommaire. Cool. Alors on commence ce numéro avec la critique de la version Year One de State of Decay. On enchaîne ensuite avec un reportage sur Rollins, c'est un petit jeu très très sympa dont s'occupe Devolver Digital d'ailleurs. Exactement, et on finit avec la critique de Guns, Gore et Cannoli. Mais tout de suite, les oignons. Parce que j'essaye d'apporter un petit côté urbain. Oui, c'est vrai que le verlan. Ouais. Bon ben, y va. On commence ces news en se matant le dernier trailer avant la sortie de The Witcher 3, baptisé Rage and Steel. Un nom de trailer super approprié puisqu'on y voit Geralt enchaîner les situations de bagarre. Bagarre avec des monstres, bagarre avec des gens, bagarre dans tous les sens. On espère du coup que cet aspect du jeu sera mieux géré que dans les précédents épisodes, les combats étant peut-être les phases les moins sexy de la série. Et pour être honnête, on a déjà notre petite idée sur la question, mais on se laisse le temps d'approfondir le sujet afin de vous proposer une critique de bâtard dans un prochain numéro. Ouais non, parce que le truc c'est qu'on n'a pas reçu le jeu à temps en fait. On continue à parler de jeux 18+, et de timing avec l'annonce de la date de sortie de The Division. C'est donc au premier trimestre 2016 que les joueurs pourront découvrir cette nouvelle IP estampillée Tom Clancy's qui, pour rappel, nous place dans un New York ravagé par une pandémie et plongé dans le chaos. Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de voir ce qui nous avait particulièrement chauffé il y a presque 2 ans. On en saura d'ailleurs beaucoup plus à l'occasion du prochain E3. The forest. It's hard to put into words, really. On part dans une toute autre direction maintenant, du côté d'Antagonist, un studio indé norvégien qui vient de lâcher un nouveau teaser pour son tout premier jeu baptisé Through the Woods. D'après les devs, Through the Woods est une expérience horrifique et psychologique à la 3e personne, où il est question de contes et légendes nordiques et d'une mère qui a perdu son fils. Le jeu se déroule alors que cette même mère est interrogée par des enquêteurs concernant la disparition de l'enfant, le tout empruntant le style narration dynamique. On n'est pas spécialement convaincu par la dimension horrifique de ce qui nous est montré ici, mais ceux qui ont vu et apprécié des films comme Trollhunter par exemple, peuvent éventuellement comprendre en quoi du folklore nordique peut être flippant. Philip? If nothing else, I had to find my son and take him away from that place. Philip? Something terrible happened there, but a long time ago. On reste dans le narratif, avec une production un peu plus massive cette fois, et Telltale qui nous annonce par le biais d'un tweet de l'un de ses dirigeants une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la mauvaise, c'est qu'il n'y aura pas de saison 3 de The Walking Dead avant 2016. Mais la bonne, c'est que le studio travaille apparemment sur un projet se déroulant dans le même univers et qui devrait sortir cette année. On ne sait pas encore si ça sera un filler entre 2 saisons type 400 Days ou alors toute autre chose. On sait juste, selon le même tweet, que ce sera gros. On imagine qu'on aura toutes nos réponses à l'occasion du prochain E3. On termine ces news avec Ubi qui, on imagine, prépare minutieusement sa conférence de l'E3,
mais qui prend tout de même le temps de lâcher des billes supplémentaires concernant son prochain assassin. It's a bloody marvelous time to be alive. Comme l'avait montré le leak d'il y a plusieurs mois, le tout se déroule dans un Londres fin 19e, avec cette perpétuelle querelle entre assassins et templiers. Vous pourrez incarner ici Jacob Frye ou bien sa sœur, Evie. Un budget exceptionnel ayant été débloqué afin de permettre cette possibilité. On plaisante, hein, en tout cas sur le budget. Le trailer ainsi que la vidéo de game footage récemment balancée nous laisse donc entrevoir une partie des features que le jeu proposera, à base de calèches, de grappins et de systèmes de gang peut-être similaires au principe de clan dans l'épisode Revelations. Rien de follement neuf en fait, mais on imagine, en tout cas on espère, qu'Ubi a gardé quelques surprises d'ici la sortie de son jeu en octobre prochain. Assassin's Creed Syndicate. Yo. Toujours sur une thématique Non, on va abandonner ça très vite. D'accord. En revanche, bon, bah, t'as vu là, on a terminé les news sur le prochain Assassin's Creed. Ouais. Donc c'est pas un leak, hein. Non, le leak c'était il y a 6 mois. Voilà, c'était officiel, donc À l'époque, du on appelait trailer. ça Victory. Ouais, exactement. Du trailer officiel avec du pré-alpha footage. Ouais, c'est ça, une session de jeu Ouais. présentée par un membre de l'équipe de développement. Et donc ça nous a permis de voir un certain nombre de features, et donc ça nous a permis de pas être étonnés du coup, d'une certaine manière. Parce que non, mais pour de vrai, Ouais. dedans, clairement, tu vois des mécaniques qui, même si elles sont nouvelles, à un moment donné, tu sais qu'il y a eu un style de guerre de gang et puis on brûle le drapeau, tout ça. On connaît, hein, c'est Ubisoft, Ben on oui. sait maintenant ce qu'ils font. Enfin, on a l'habitude de ces features systémiques en fait, c'est-à-dire tu découpes ta carte et puis tu as tes petites zones et puis tu vas là-dedans et puis tu les délivres. Enfin, appelle ça comme tu veux, que ce soit dans Far Cry ou dans Assassin's Creed, c'est la même C'est-à-dire que chose. ce drapeau brûlé, on sait qu'on le verra 1000 fois parce qu'on fera 1000 fois la Voilà. même chose pour délivrer 1000 quartiers différents. Voilà. Mais après, le truc, c'est que tu dis, ouais, on n'a pas été impressionné, mais c'est vrai que là, ça faisait longtemps, pour ma part, et j'ai l'impression, pour avoir pris un peu la température, que c'est assez général comme sentiment, on n'a pas été autant. Comme ça devant. Peu enthousiasmé, Ouais, tu veux voilà, devant un Assassin's Creed. Même si, bon. On s'est déjà fait entourlouper par des Assassin's Creed par le passé, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'ici, les annonces, elles avaient quand même de l'effet. Il y avait quand même de l'effet, pour différentes raisons. La dernière en date Unity, enfin le dernier gros Assassin's Creed en date Unity, c'était le passage à la next gen. Ouais. Avant ça, t'avais les pirates Black Flag qui puis, reprenaient tout ça, et qui puis même reprenaient tout le ça en règle générale, c'était mis en scène à travers des trailers, C'est ça. souvent inspirés avec de la musique, tout ça, du montage. Là, c'est tiède quand même. Là, c'est un petit peu tiède. Et même d'un point de vue technique, bon, on précise, il y a marqué en gros pré-alpha footage, mais quand même, c'est un petit peu faible. Je trouve ça un petit peu faible, notamment à un moment donné, on nous raconte que oui, donc on pourra se débarrasser des ennemis à travers des interactions avec les éléments du décor. Puis tac, t'as des tonneaux qui tombent sur une personne. et tout. C'est pas très bien fait. Hein. On pouvait faire ça sur Mega Drive. Non, mais c'est vraiment l'interaction de niveau 1 avec les décors, avec cet ennemi qui passe sous une caisse remplie de tonneaux, et les tonneaux qui tombent, l'ennemi qui tombe en ragdoll. C'était étonnant de les voir montrer quelque chose d'aussi peu sexy au final. marquant, ouais, voilà, c'est ça. Sexy parce que ça change un petit peu de la méthode de communication d'Ubisoft ces dernières années, c'est-à-dire qu'en règle générale, on était... Le mensonge. Oui, bon, le marketing, Oui, on oui. va appeler ça la communication. Parce que d'habitude, on est plus on te montre du sexy, Ouais. et puis voilà, le jour où le jeu sort, c'est les déceptions, et puis on t'explique, non, mais c'est parce que le truc, en fait, nous, à la base, c'est parce qu'on avait pensé ça. Enfin, bref, long story short, pardon. Voilà. Tenez un DLC. Alors que un DLC, voilà, désolé d'avoir. Alors que là, on est,
Mais du coup, je me dis, attends, c'est peut-être une nouvelle manière de communiquer, c'est-à-dire que on va pas te mentir sur ce que tu vas avoir. Et du coup, on prend le risque de te décevoir bien à l'avance. On va te Et- montrer direct que c'est tous ces causes. Ouais, non, mais voilà, mais alors je sais pas si c'est ça, mais Non, c'est très mais risqué. Il y a possiblement, effectivement, un genre de trauma, enfin non, c'est exagéré, mais une réflexion post-tollé Watch Dogs, tout ça. Où vraiment, là, on en avait parlé à plusieurs reprises ici, sur la sûr. chaîne et tout ça. Que oui, Watch Dogs, on l'a tous eu en travers de la gorge à cause de l'écart immense entre ce qui avait été montré, ce qui avait été plus que montré, ce qui avait été annoncé comme étant présenté comme étant du jeu et ce qu'on avait eu au final. finalement. Peut-être qu'il y a un peu de ça, peut-être qu'il y a Donc un voilà, peu il y a de... peut-être une volonté de, ouais, ben non, mais maintenant on comme clean, on vous montre. Mais c'est très risqué et ça fait pas le jeu des précommandes, dans lequel sont tous les éditeurs, Oui, évidemment. parce et que dans c'est lequel on qui- ne rentre absolument pas. Hein. Le jeu des précommandes, c'est pas bien. Ah non, les bah, précommandes, c'est pas bien. ouais, mais les téléspectateurs de la chaîne, ils le savent. Ils le C'est savent les autres. déjà, c'est vrai. C'est les autres qui savent pas. Donc Mais, voilà. Et le truc, moi, ce qui m'a le plus, finalement, étonné dans ce trailer, c'est qu'en fait, il te présente que des choses, sans même parler de la technique ou de... Enfin, je parle à la fois du trailer et de la présentation. Ouais. Sans même parler de la technique ou de la mise en scène du trailer, qui est pas folle non plus, hein, Ouais. honnêtement. C'est les principales nouveautés qu'on t'annonce, c'est donc un grappin. Le grappin, c'est 2013. Enfin, je veux dire, c'est 2013. voire 2012 dans les jeux vidéo, Ouais. c'était Bah, faites c'était gaffe, l'année ouais, du voilà. grappin. Voilà, c'est ça. Voilà, pouvoir conduire des chariots, Oui, des calèches. des calèches. Des calèches. Alors attention. Et donc ces interactions avec le décor, bon, c'est très daté tout ça. Ouais. Même cet aspect un peu steampunk là, enfin en Angleterre victorienne, tout ça. Tout ça en fait, j'ai l'impression que c'était un jeu de 2012 quoi, 2013. Et- Ça m'étonne de voir voilà ce jeu arriver alors que t'as l'impression que tout ce qui le compose vient de l'année dernière. C'est ça, L'année c'est d'avant. ça. Des trucs qui fonctionnent du reste, Oui. mais qui sont un petit peu datés. Et limite, t'as presque l'impression qu'ils sont au courant. Ouais. Parce que quand, par exemple, ils te parlent du nouveau... Quand ils te parlent du nouveau moyen de transport, donc la calèche, ils t'évoquent plein de choses. Donc avec la calèche, donc évidemment, tu pourras te déplacer plus vite. Voilà. Voilà, Pour te cacher dedans. Tu pourras te cacher dedans, par exemple, et tu pourras écraser tes ennemis. Voilà. Enfin bref. Enfin bref, les possibilités sont infinies. Il le dit comme ça, texto. Il le dit comme ça. C'est trop facile. Tu peux c'est pas trop dire facile. ça. Voilà, non, c'est les possibilités, tu viens de les dire. Donc elle dit pas qu'elles sont infinies. T'en as dit 3. Voilà. C'est une calèche. Je sais pas. Donc voilà. C'est pas un artefact alien Non, c'est pas du dont tout tu ça. sais pas encore ce qu'il peut faire. Tu sais ce que fait une calèche. Les possibilités ne sont pas finies. Non, voilà. Elles sont limitées par les 4 roues motrices. Voilà. Enfin, Et pas puis motrices, justement. non, pas motrices, Par mais les le quatre cheval, roues, le cheval moteur. Le quatre roues. pilote de la calèche, Voilà, le calèche-man, enfin on sait pas. Non, Par enfin, le moteur physique. bref, tu vois, de ton donc jeu. malgré, et pour terminer un petit peu là-dessus, Ouais. malgré peut-être cette volonté, j'ai l'impression comme Clean, de communiquer sur ce sur quoi tu vas passer du temps, Ouais. bon ben ils oublient pas quand même de bullshiter avec cette histoire de possibilités Bah, infinies. après, c'est Donc, ça c'est reste compliqué. les réflexes. C'est compliqué. Et Après, il y a un... vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Non, toi, Ah. vas-y. Pardon. Toi, Attends. vas-y. Ouais. Ok. Vas-y. Non, mais il y a aussi autre chose dans le côté un peu bullshit. Enfin, dans le côté langage, en fait, un petit peu. Le langage de la série, je sais pas si c'est du marketing, je sais pas, c'est peut-être un peu de tout ça. Le langage de parler encore de discrétion, de stealth. Avec, vrai, c'est vrai. avec Assassin's Creed. Il faut arrêter pour moi ça. C'est pas. Là, on le voit bien dans la session de jeu où, à plusieurs reprises, la personne qui te présente cette session de jeu te dit. Donc je remets un peu vite fait les choses dans leur contexte. Tu dois aller capturer un quartier donc qui est tenu par un gang rival. Il te dit attention, la zone elle est occupée par le gang rival. Il y en a beaucoup de personnes. Il va falloir faire attention. Il vaut peut-être mieux être discret. Une approche stealth. Voilà. Et donc là quoi, le mec enlève son chapeau, met sa capuche et marche comme ça. Mais au milieu de la rue. Il tue des gens au milieu de la rue. À un moment donné, il siffle. Retour de la fonction du sifflet. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas de la discrétion, tout ça. Et même après, quand il doit aller taper le boss, entre guillemets, du gang, je veux dire, le mec dit « Ok, on va faire ça de manière discrète. » Et là, il fait exploser un truc, ils se battent entre Il eux. rush, il met une patate. Il enfin, tire avec son flingue. C'est pas discret. C'est pas ça, la discrétion. Donc, C'est pas ça. pour moi, il faut arrêter de parler de discrétion au sujet d'Assassin's Creed parce que ça fait bien longtemps, depuis presque le premier épisode, en fait, mais surtout à partir du deuxième, que c'est pas un jeu de discrétion, en fait.
ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas un jeu de discrétion. La plupart des assassinats que tu fais, on te force à un moment donné à te battre contre plein de gens. Bien sûr, c'est bien comme sûr. ça qu'a choisi de s'exprimer la série et de plus en Bien plus. sûr, mais parce qu'ils ont passé du temps sur les systèmes de combat. C'est ça, en plus là ça devient, c'est un truc qui te présente comme étant, on te dit des batailles de gang, il y a plein de monde, maintenant la baston est plus smooth, il utilise, voilà. Bon, c'est pas discret, c'est pas de la discrétion. Alors, tout ça, tout ce qu'on raconte, j'ai l'impression qu'on est dans le vrai. Après, à sa décharge, encore une fois, ils ont bien spécifié, t'es sûr, on te montre du pré-alpha footage. Ouais. Et ensuite, bénéfice du doute. Et ensuite, quand tu regardes le trailer, donc parce qu'il y a eu un trailer monté avec de la musique, avec des scènes, du suspense, tout ça, et une phase de game footage de un peu plus de 9 minutes. Dans le trailer, tu vois les gens, même dans le game footage, tu vois les gens parler, et en anglais, la synchronisation labiale, elle est top. C'est vrai. Donc tu vois, moi je fais attention au genre de détails. Mais ça, c'est moi vrai, je fais attention au genre de détails. Et ça, je trouve que c'est bien. Non mais en plus, enfin je veux dire là, on peut donner l'impression de bâcher un peu le truc parce que c'est vrai que bon, il a pas fait une impression immense. J'ai l'impression vraiment que c'est le cas. Mais maintenant, bon, très bien, hein, le jeu il est pas dégueulasse. Il y a des trucs qui fonctionneront comme dans tous les Assassin's Creed. Il y a voilà, et comme tu dis, ça reste propre hein, techniquement, c'est pas dégueulasse. C'est juste que c'est pas à la hauteur de ce qu'ils nous montraient jusqu'ici en présentation, mais qui généralement n'était pas ce qu'on avait à la fin. Donc finalement, c'est très bien. Du coup, est-ce qu'on peut conclure ça d'une manière générale en disant wait and see? On attendra les impressions manette en main. On va dire ça. Allez. On attendra les impressions manette en main. En attendant, justement, du coup, Moguri, de quoi on va parler là? Ben, on va parler de State of Decay. On va parler State of Decay, la Year One Edition. Ouais, c'est Emmerich même qui va en parler. C'est Emmerich qui va en parler. Rico. C'est parti, c'est à toi, Rico. Non, ce n'est pas la peine de nous mentir. On sait bien que depuis votre premier film avec des morts vivants dedans, vous ne rêvez secrètement que d'une chose. Rentrer du boulot comme tous les jours, mettre les infos et tomber sur l'alerte événement du siècle, l'annonce d'une pandémie zombie à échelle mondiale. Les hôpitaux sont dépassés. Un virus ultra contagieux tue et transforme les contaminés en cannibales fous. Vous jetez un œil par la fenêtre et ouais, bon, ce texte vous dit sûrement quelque chose. Il vous rappelle peut-être le début de la critique de State of Decay, le survival sorti sur Xbox 360 et Windows, que l'on avait particulièrement apprécié, malgré ses nombreux bugs, ses graphismes franchement dégueux et son framerate tout aussi vilain. Sorti en 2013, State of Decay était en effet bourré de bonnes idées. En nous proposant d'intégrer une communauté et de gérer de façon quotidienne son moral, sa base et ses ressources, il se rapprochait dangereusement du jeu de zombies ultime que l'on s'est tous idéalisé un jour. Il était perfectible, carrément perfectible même, mais on n'en avait pas tenu rigueur à Undead Labs, qui avait très certainement manqué de temps et de moyens pour peaufiner son jeu et y inclure toutes les mécaniques initialement prévues. Et voilà que 2 ans plus tard, State of Decay refait surface dans une nouvelle édition incluant les DLC Breakdown et Hardline. Sauf qu'on va très vite voir qu'à part quelques petites améliorations de façade, très peu de choses ont changé depuis 2013. Pour éviter la redite avec la critique du jeu original, on ne va donc pas détailler son game system de manière exhaustive. Pour rappel, State of Decay prend place dans un endroit paumé des États-Unis, quelques jours après une épidémie zombie. Il n'y a pas vraiment de personnage principal, ni même d'histoire à proprement parler. Il s'agit, ici, de survivre au jour le jour, en incarnant à tour de rôle les membres d'une communauté s'étendant ou se réduisant au fil des semaines. L'objectif est donc, d'une part, d'améliorer sa base pour la rendre plus confortable et plus fonctionnelle. Et d'autre part, de veiller à ce que la communauté ne manque jamais de ressources, en allant dénicher, de plus en plus loin, vivres, médicaments et matériaux de construction. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Il s'agit donc de vadrouiller à droite à gauche, dans des maisons et entrepôts désormais déserts, sachant que le jeu est rythmé par de fréquents événements aléatoires, poussant le joueur à faire de nombreux détours pour aller, entre autres, sauver un voisin allié en détresse, nettoyer un bâtiment infesté de morts vivants, ou se débarrasser d'un zombie spécial. Time to move on. Autant d'événements qui rendent les parties uniques, tout en ajoutant un peu de piment aux missions de ravitaillement. Si un zombie solitaire peut être maîtrisé sans trop de problèmes, une horde attirée par mégarde peut facilement venir à bout d'un héros fatigué, chargé ou blessé. Car dans State of Decay, la mort, en plus d'être courante, est permanente. Sur ces points, la nouvelle édition, car il s'agit bien d'une nouvelle édition et non d'un remake, ne diffère pas du jeu d'origine. Il est d'ailleurs possible d'importer ses anciennes sauvegardes pour reprendre sa partie, profiter du remaster en 1080p et des quelques missions et animations ajoutées pour l'occasion. Pour le reste, State of Decay est strictement identique, bugs et framerate compris.
Et si l'on pouvait facilement pardonner ses défauts en 2013, aujourd'hui, avec tout le délai dont a disposé Undead Labs, ils sont à la fois incompréhensibles et indéfendables. Le studio n'a en effet pas l'air d'avoir pris en compte toutes les remarques des joueurs, et se contente de proposer une version à peine reliftée, à peine corrigée. Si vous avez déjà joué à State of Decay et à ses 2 DLC il y a 2 ans, Year One Survival Edition est donc loin d'être un achat indispensable. On le conseillera alors uniquement aux lecteurs assidus de Walking Dead et aux fans de Romero qui n'ont jamais eu l'occasion de l'avoir en main. En 720 ou en 1080p, State of Decay reste un excellent survival, bénéficiant d'une durée de vie et d'un contenu massif. Alors pour une fois qu'un bon jeu sort sur Xbox One, on va quand même pas s'en plaindre. Donc voilà, bon, une version pas spécialement indispensable, dans la mesure où elle règle pas vraiment les problèmes que tu pouvais trouver dans la version 360. Mais bon voilà, c'est un jeu de zombies, donc Emeric il aime bien, parce qu'il aime bien le genre, et puis il aime bien en particulier State of Decay. Voilà, et puis c'est un jeu à donner à manger à ta Xbox One. Et ça se prend. D'accord, Voilà, c'est quoi, c'est un petit biscuit, pas très bon, Voilà. peut-être. Mais t'en as d'autres des biscuits? Bah alors, Bah tu fais pas la fine gueule alors. et tu manges. Voilà. On va parler de quoi maintenant? On va parler de Ronin, un jeu qui a été développé par un mec tout seul, qui s'appelle Thomas, et je ne sais pas prononcer son nom parce qu'il y a un L barré, et je ne sais pas comment ça se prononce le L barré. Voilà. Écoute, mais Donc il est plein de c'est- ressources quand même. Il est plein de ressources parce qu'il a développé le jeu tout seul avant d'être un petit peu aidé par Devolver Digital, mais c'est lui qui a eu l'idée et qui a commencé à développer le jeu tout seul. Et on en parle un peu avec lui dès maintenant. Ça fait un bail qu'on a envie de vous parler de Ronin dans Classé 18+. Alors au bout d'un moment, on s'est dit « Ah bah, tiens, et si on en parlait du coup ?» C'est ce qu'on appelle le raisonnement logique, et c'est super pratique. Et donc on a décidé de vous parler de Ronin, et on a commencé à le caler dans les news, normal. Mais rapidement on s'est dit « Non, c'est trop facile ». Alors on est allé directement à la source, tel le puisatier, ou peut-être tel l'employé d'un torréfacteur mondialement connu qui va rencontrer ce producteur péruvien qui fait rouler un unique grain de café dans sa main calleuse et un peu crade. Bref, on est allé rencontrer le créateur de Ronin, Thomas Vaclavec, pour qu'il nous présente son jeu. Et comme il est super sympa, Thomas, c'est exactement ce qu'il a fait. So Ronin is a turn-based action platformer. Initially, it plays like a real-time game, but whenever combat starts, the game stops for you and it becomes a turn-based game. So whenever your character moves, your enemies will move too. So you can see the trajectory of your jump and you can attack your enemies like that. And when enemies see you in combat, they will signal the trajectory of their bullets by showing you this targeting laser. And you can jump to dodge that, get behind them like that, and execute. Or die. I just died. Et si d'aventure on ne tient pas particulièrement à mourir, alors il s'agira de bien jouer. Histoire de pas mourir déjà, mais aussi de faire monter une jauge de combo pour débloquer des compétences qui permettront de moins de mourir. Enfin, vous voyez le principe. There's a combo meter in the game. Whenever you stun an enemy or kill him, you will get combo points. And these points are used to unlock special abilities in combat, like throwing your sword or creating an illusion to distract your enemies. Et si ces compétences ont l'air tout à fait sexy sur le papier, il faudra tout de même composer avec leurs petits inconvénients. For instance, whenever you use the sword throw, like I'm going to throw the sword at this guy right now, you end up without your sword. The sword is like, as you can see right here, and now I cannot attack this guy because I don't have the sword anymore, and I have to pick it up before I can use it again. And the same way is it works with the decoy. Whenever I create a decoy, I leave behind a hollow projector. As you can see, enemies now think I'm here instead of here, so I can use that to stun this guy and retrieve my sword. You can also summon the sword to yourself, like Jedi style. I use the decoy
and I left the color projector right here, so I have to pick it up again to use it. Et bien entendu, les ennemis ne resteront pas sagement à nous attendre pendant qu'on ira récupérer son épée ou le module de l'heure. Enemies tend to perform actions that require more than one turn, like reloading their guns or getting up after you stun them, or perhaps starting an alarm. This is a stealth game also, so it's important for you to stay hidden and unnoticed by your enemies. And these little numbers above their heads, they indicate that something will happen in some time. Ronin gérera donc la furtivité, sans que ça constitue pour autant son but principal. There are moments in the game where you can kill your enemies from shadows by not basically initiating even the combat, but the focus of the game is action. It's fighting with your enemies in open combat, dodging their bullets and getting close to kill. So I think it's more of a support feature, not the main feature. Et donc ça a l'air très sympa tout ça, et original aussi. Assez pour qu'on se demande d'où vient cette idée un peu saugrenue d'action au tour par tour. Yeah, I think this is a first game in this genre ever, like turn-based action. The initial idea was to create a stealth and complex game that will work on a touchscreen device. Most games on touchscreen device are rather simple because the controls of a touchscreen are rather clunky and they do not give player enough possibilities to perform complex actions. So my idea of solving this problem was to create a game that will wait for you until you actually make an action, actually make an informed decision about what you want to do next in the game. So this was actually a natural process of just extrapolating from that initial assumption. Voilà, c'était la séquence Big Bang Hunter de l'interview. Et maintenant, il est peut-être temps de se demander de quoi ça parle, Ronin. This is basically a revenge story. You are this girl coming back from exile of some sorts to exact revenge on people that betrayed your father years back. And so you have this picture, this group picture of these people, you and your father, and it serves a purpose of a list basically, where you cross out people from that list whenever you kill them. Si ce pitch fait furieusement penser à Kill Bill, ce n'est certainement pas la seule source d'inspiration pour Ronin. As I said, the initial idea was to create a game for a touchscreen device, and that game which I wanted to create was Mark of the Ninja, a stealth platformer, maybe a little bit more action, but this is what I wanted to create. Obviously, Gunpoint was an inspiration, especially when it comes to level design, and of course Worms, when it comes to jumping projection and the jumping arc which you see whenever I prepare a jump. So yeah, I think those were the main inspirations for this game. Et toutes ces influences, elles ont nourri Thomas lui-même, puisqu'il a lancé le projet tout seul, avant de recevoir tout de même un petit coup de main de la part de Devolver Digital. Initially I'm still the only coder and designer on this project. But when Devolver got involved, I was able to hire an artist, and he made this art, the current art in the game. Also a music designer, a composer. So I'm responsible basically for the design and programming of this game. Cette aide apportée par l'éditeur Devolver à un développeur et un jeu que l'on rangera dans la catégorie indie peut nous amener à nous demander s'il n'y a pas une sorte de contradiction dans la notion même d'éditeur indépendant. Yeah, probably the term indie publisher doesn't really make sense. I think the point of being an indie is to have the creative control in the hands of the people who are actually creating the content and the game. So not in the hands of investors, not in the hands of shareholders or the marketing team, like it usually happens in bigger studios or with bigger publishers. And this is the heart of being an indie.
having a publisher who is supportive but not doesn't demand from you any changes to the game, they actually appreciate that it's you who is making the game, and they do not want to interfere with that. They want to enjoy the game as it is. That's not really contradictory to being an indie. It's like being a better indie. It's the next step of being an indie developer. Having someone to just care for you, like fix all the problems you might get while developing a game. On devrait pouvoir constater d'ici la fin du mois si la formule du jeu indé édité fonctionne aussi bien avec Ronin qu'elle a pu le faire par le passé avec de nombreux autres jeux, chez Devolver ou ailleurs. En attendant, la démo déjà disponible permettra aux plus pressés de s'en faire une idée dès maintenant. Voilà donc interview du développeur du jeu Ronin. Ouais. J'espère qu'on en parlera un petit peu en critique de jeu Ronin. Ouais, c'est le but parce que ça a l'air très sympa. Ouais. Comme vous l'avez vu, puis j'ai testé un petit peu. Enfin, on a testé d'ailleurs parce qu'une démo est dispo et c'est très très sympa. J'espère qu'on pourra en parler en critique bientôt, sachant qu'il va s'agir de trouver de la place parce que là, il y a quelques gros jeux qui arrivent. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. il s'agit de... Il va falloir trouver de la place au milieu de tout ça. Mais on va la trouver. Mais oui, parce qu'on est plein de ressources et on va la trouver à l'image de la place qu'on a faite au prochain jeu dont il va être question. Ouais. Guns, Gore and Cannoli. Oui, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire des cannolis. Oui. Sinon, on aurait dit... un cannolo. Voilà. Déjà info. Voilà, déjà d'une part. T'as regardé l'émission, t'as pas perdu ta soirée. T'as gagné un petit peu en italien. Voilà. Allez. Un Italo des Italies. On regarde la critique, vite, dépêche-toi. A priori, l'intégralité de ce que l'on trouve dans Guns, Gore and Cannoli est susceptible de me plaire. Déjà parce qu'il est question de mafia italienne aux States, et donc de gens qui utilisent des expressions rigolotes et qui parlent avec les mains. All I know is people all over town started turning into friggin' zombies after St. Patty's a couple of days ago. Et puis en tant que grand fan des Sopranos, j'apprécie ce genre d'ambiance. Ensuite, parce que comme vous pouvez le constater, le tout se déroule dans le cadre d'une invasion de zombies. Et nul besoin de vous rappeler ici mon amour pour le genre. Enfin, parce qu'on y mange des cannolis. Et c'est vrai que je suis assez porté sur la bouffe, même si en l'occurrence j'en ai jamais vraiment goûté. D'ailleurs, saviez-vous que l'on dit un cannolo des cannolis? Bon ben voilà, au moins vous aurez appris quelque chose. That's some good cannoli. L'histoire de Guns, Gore and Cannoli se déroule pendant la prohibition aux States, dans les années 30, lorsqu'il était plus que déconseillé de consommer de l'alcool, même avec modération. Une période de merde donc, mais pas forcément pour tout le monde. En particulier pour les mafieux qui, à l'époque, faisaient leur business sur cette situation. Vous êtes Vinny Cannoli, un gros bras que la mafia a engagé pour aller récupérer un collègue réfugié à Voyouville, ou Tucktown. There was something wrong with this city. L'ensemble aurait pu bien se dérouler si durant la Saint-Patrick, tous les habitants de la ville ne s'étaient pas mis une caisse avec cet alcool frelaté dont on ne connaît pas la provenance. En arrivant au port de la ville, Vinny constate vite que les citoyens se sont transformés en zombies, mais décide tout de même de mener à bien sa mission, parce qu'on l'a grassement payé pour ça et qu'il n'a qu'une parole, et aussi parce qu'il veut éclater des crânes et botter des culs. Dans le principe, Guns, Gore and Cannoli fait furieusement penser à du Metal Slug. On y dirige un petit bonhomme qui shoot dans des niveaux que l'on traverse en scrolling horizontal. Simplement, Guns, Gore and Cannoli est autrement plus explicite visuellement. Oui, c'est vrai qu'il y avait également des délires de zombies dans Metal Slug, mais là on vous parle de quelque chose d'un tout petit peu moins cartoon, avec des crânes qui explosent et des gens qui fondent. Enfin si, c'est complètement cartoon, mais vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Heureusement, Vinny est équipé. Vous trouverez effectivement au fil des niveaux des armes plus ou moins classiques, allant du pompe à la célèbre mitraillette Thompson de gangster, en passant par des outils un peu plus exotiques comme le lance-flamme ou encore le bazooka. Et pour déloger les ennemis un peu plus malins, vous pouvez toujours balancer de la grenade ou du molotov. Les ennemis justement sont relativement variés. On trouve ici du marcheur de base, du zombie qui cavale, du molosse, mais également du militaire et du gangster bien armé déjà.
et ensuite dotés de réflexes pas dégueulasses, qui leur permettent par exemple d'esquiver des engins explosifs. Le jeu n'est pas spécialement facile en difficulté normale, et on comprend pourquoi les développeurs ont opté pour une barre de vie, plutôt que pour un système à la Metal Slug justement, avec son principe de une touche, une mort. Du coup, les nombreux checkpoints disséminés au sein d'un stage, et souvent accompagnés d'une boîte de cannoli, sont plutôt les bienvenus, tout comme l'expérience coop locale qui peut se vivre jusqu'à 4, en sachant que le nombre de joueurs influe évidemment sur la quantité de zombies à dézinguer. Guns Gore and Cannoli est propre, fun à plusieurs, et ne manque pas de fournir du plaisir étalé sur 12 niveaux. On regrette cependant le très faible nombre de boss et l'intérêt super limité des combats contre ces derniers. On aurait aussi aimé voir plus de variété et de surprises dans les décors et les situations. Dans la mesure où c'est un side-scrolling shooter, on a effectivement du mal à ne pas le comparer à la série Metal Slug, et du coup on a du mal à ne pas regretter l'absence de phases en véhicule par exemple. On aurait également apprécié de la coop online, et plus de modes aussi, ou en tout cas au moins une raison de revenir sur le jeu une fois terminé, d'autant que l'ensemble se torche en moins de 3 heures. Mais la majorité de ces mauvais points, en gros le faible contenu, se justifie sans doute par le petit prix du jeu. On tombe donc sur un rapport qualité-prix relativement honnête, et c'est presque rare de nos jours. He had more brains than I thought. Voilà un petit numéro de classé 18+, qu'il était sympa. Bah ouais. Parce que préparé par nous, donc ça. à la base il est ça, je veux dire, il peut pas être autre chose que ça. Bah oui. Et ensuite, mais rien à voir avec celui qu'on va voir dans 2 semaines. Ah non. Parce que là, dans 2 semaines, qu'est-ce que tu vas avoir? Ouh là là. Tu vas avoir de la news, Ouais. tu vas avoir de la critique. Ouais. Bref, les possibilités sont infinies. À dans 2 semaines.